La Hongrie actuelle est partagée entre pro-Orban et anti-Orban. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban parade souvent à Bruxelles et affiche son amitié avec Vladimir Poutine. Orban est vu comme l'allié le plus proche de Moscou dans l'Union européenne, mais certains partisans soutiennent que sa position défend avant tout les intérêts hongrois. La plupart des pays d'Europe ont soutenu fermement l'Ukraine, sauf la Hongrie. Elle est frontalière de l'Ukraine, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, mais agit différemment de ses alliés. Elle bloque l'aide militaire à ses frontières, oppose son veto aux sanctions de la Union européenne et ferme même les sites d'information ukrainiens. Son dirigeant, Viktor Orban, se rend à Moscou pour parler de paix, tandis que l'Europe devient de plus en plus frustrée. Mais la Hongrie défend-elle vraiment la paix? Ou prend-elle discrètement le parti de la Russie? Comment l'un des membres centraux de l'Europe s'est-il autant éloigné des autres? Voyons comment la Hongrie est devenue le cheval de Troie de l'Europe. Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Au départ, la Hongrie semblait soutenir l'Ukraine. Le gouvernement a condamné la guerre et affirmé respecter l'indépendance et les frontières de l'Ukraine. Aux Nations Unies, les diplomates hongrois ont soutenu toutes les résolutions en faveur de l'Ukraine. Le 2 mars, ils ont voté pour exiger le retrait immédiat de la Russie. Plus tard ce mois-là, ils ont encore voté pour condamner les attaques contre les civils et les centrales électriques qui ont plongé des millions dans le noir. En avril, la Hongrie a appuyé la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Puis en octobre, elle a voté pour rejeter les faux référendums de la Russie dans les régions occupées de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia. En novembre, elle a voté à nouveau pour demander à la Russie de payer les dégâts qu'elle a causés. En février 2023, la Hongrie a soutenu une résolution en faveur d'une paix durable, protégeant le territoire et la souveraineté de l'Ukraine. Tout semblait clair. La Hongrie soutenait ses alliés occidentaux, ce qui a surpris beaucoup de gens. Le Premier ministre Viktor Orban avait toujours été proche de Moscou, et pourtant il se retrouvait ici du même côté que Washington, Londres et Bruxelles. Le gouvernement hongrois parlait d'une neutralité calme. Orban a dit aux citoyens que la Hongrie ne serait pas entraînée dans une guerre qui n'était pas la sienne. Il a affirmé que le pays devait protéger son peuple et son économie, un message simple et crédible. De nombreux Hongrois, épuisés par les crises et la peur de la guerre, l'ont soutenu, ce qui a marché un temps. Le gouvernement a déclaré qu'il enverrait de l'aide humanitaire au lieu d'armes. Le 27 février 2022, le ministre des Affaires étrangères a annoncé que la Hongrie enverrait 30 000 tonnes de nourriture et de carburant à l'Ukraine. Quelques jours après, Orban a lancé un vaste programme d'aide de 600 millions de forints, offrant nourriture, produits d'hygiène et fournitures pour enfants. Une campagne nommée Pont vers la Subcarpathie a ensuite permis aux gens de donner via un numéro national. Ils ont également aidé les réfugiés, apportant un soutien aux villes frontalières, offrant des trajets gratuits en train et en bus, et donnant des incitations aux entreprises pour embaucher des réfugiés comme travailleurs. Les Hongrois ont aussi tout fait pour aider leurs voisins démunis. À la frontière, bénévoles, églises et groupes d'aide ont rapidement soutenu les réfugiés venant en train de Lviv. Et à l'été 2022, la position de la Hongrie semblait suffisamment stable. À Bruxelles, les diplomates espéraient que la Hongrie resterait un terrain d'entente stable. Pourtant, cette image s'est brisée en décembre, lorsque l'Union européenne a préparé un plan d'aide de 18 milliards d'euros pour l'Ukraine. Ce plan était conçu pour permettre au gouvernement ukrainien de fonctionner, payer les salaires et reconstruire les villes détruites par les bombes. Tous les pays ont voté oui, sauf la Hongrie. Les responsables à Budapest ont exprimé des inquiétudes sur la surveillance, demandant des garanties pour une bonne utilisation des fonds et que les contribuables hongrois ne financent pas la guerre. Bien que ces arguments paraissaient raisonnables, de nombreux diplomates de l'Union européenne pensaient que la Hongrie utilisait son veto pour débloquer ses fonds européens gelés. Ils avaient été bloqués pour corruption et problèmes d'état de droit en Hongrie. Le vote a retardé les fonds et choqué l'Union européenne. La Hongrie a finalement cédé après avoir obtenu des concessions sur ses fonds. Mais d'autres problèmes politiques subsistaient. Dès le début de la guerre, la Hongrie a refusé le passage d'armes sur son territoire, y compris celle d'autres pays de l'OTAN vers l'Ukraine. Le gouvernement a affirmé que c'était une mesure de sécurité pour éviter toute implication directe. Orban a affirmé que la Hongrie resterait neutre dans une guerre impossible à gagner. Mais les alliés en Pologne et Slovaquie, qui ont ouvert leurs frontières aux convois d'armes, y ont vu un total manque de soutien. C'était le début de ce que beaucoup de diplomates ont appelé le double jeu de la Hongrie, probablement lié à l'énergie. Le pays dépend fortement du pétrole et du gaz russe. Plus de 80% de son gaz et 2/3 de son pétrole viennent encore de Russie, surtout via des oléoducs passant par l'Ukraine et la Serbie. Après
L'invasion de 2022. La plupart des pays de l'Union européenne ont commencé à acheter du gaz liquéfié à la Norvège et aux États-Unis. La Hongrie a fait le contraire, en prolongeant ses contrats avec Gazprom. Le gouvernement a déclaré qu'il protégeait les familles hongroises contre la hausse des prix. En échange de carburant bon marché, elle a accepté de limiter sa liberté. L'Union européenne a proposé un embargo sur le pétrole russe, mais la Hongrie a menacé de veto sans exemption, craignant l'effondrement de son économie. Sans l'énergie russe, Bruxelles a cédé, lui permettant de continuer à importer du pétrole brut via l'oléoduc Druzhba. Viktor Orban a parlé de victoire pragmatique, d'autres de chantage. La politique a été efficace. Les prix de l'énergie sont restés bas, grâce à l'aide de l'État, malgré une inflation dépassant 20% et des finances publiques sous pression. Viktor Orban a présenté ce choix comme protégeant les ménages hongrois, tandis que ses détracteurs l'accusent de sacrifier l'indépendance pour une stabilité temporaire. En 2024, alors que des pays comme la Pologne et la République tchèque avaient presque mis fin aux importations russes, la Hongrie ne l'avait pas fait. La Hongrie a prolongé ses contrats de gaz à long terme et négocié de nouvelles livraisons via la Serbie. Orban a soutenu qu'un petit pays enclavé avait besoin de stabilité, mais les analystes ont averti que cette dépendance donnait à Moscou un pouvoir énorme. Les chiffres étaient en clair. Alors que la plupart des pays européens ont réduit de plus de moitié leurs importations d'énergie russe, la part de la Hongrie n'est passée que de 85 à 75%. Dans le pays, cet équilibre a duré un temps. Le gouvernement affirmait que Bruxelles voulait les entraîner dans une guerre refusée par la population. Il a lancé une campagne affirmant que la Hongrie voulait la paix, contrairement aux autres qui soutenaient la guerre. Des manifestants ont brandi des bombes aux couleurs de l'Union européenne, tandis que la télévision d'État affirmait que les sanctions nuisaient plus à l'Europe qu'à la Russie. Le message était simple et émotionnel, et beaucoup de gens y ont cru. Cela donnait l'impression que la Hongrie était la voix calme de la raison dans un monde devenu fou. Mais à l'étranger, ce message a causé des dégâts. Les diplomates de l'Union européenne ont commencé à voir la Hongrie moins comme un gardien de la paix, et davantage comme un fauteur de troubles. Ils plaisantaient que toute grande décision devait d'abord passer par Budapest. La Hongrie avait transformé le veto en modèle économique, car chaque fois que Bruxelles préparait un paquet de sanctions, d'aide ou de financement militaire, la Hongrie trouvait une raison de le retarder. La raison évoquée variait. Protection des entreprises hongroises, droit des minorités en Ukraine ou demande de davantage de discussions. C'est devenu une routine, décrit par un responsable de l'Union européenne comme un lance-sabotage. La Hongrie bougeait juste assez pour éviter les sanctions, sans jamais être utile, ce qui a permis à ce double jeu de durer. Tout cela sous prétexte de neutralité. Une semaine, la Hongrie votait avec l'Occident à l'Organisation des Nations Unies la suivante. Elle rejetait une déclaration de l'Union européenne. Pire encore, le ministre des Affaires étrangères d'Orban se rendait à Moscou pour rencontrer Lavrov, alors que des missiles russes frappaient toujours les villes ukrainiennes. Ce n'étaient pas de simples échanges en marge de conférences. Il s'agissait de visites officielles, avec photos, sourires et conférences de presse. Les médias d'État russes adoraient cela, utilisant chaque rencontre pour prouver que Moscou a encore des amis dans l'Union européenne. À travers l'Europe, on se demandait ce que faisait réellement la Hongrie. Les ambassadeurs occidentaux parlaient de routine avec un criminel de guerre, la Hongrie de diplomatie. La réputation de la Hongrie a encore souffert du scandale des prisonniers de guerre. En juin 2023, l'église orthodoxe russe a annoncé qu'un groupe de soldats ukrainiens capturés par la Russie était transféré en Hongrie. L'Ukraine a déclaré ne pas avoir été informée. En quelques heures, Kiev a exigé des explications. Le vice-premier ministre hongrois a affirmé avoir aidé à les faire venir pour des raisons humanitaires, évoquant un devoir moral. Les journalistes n'ont pas retrouvé les soldats, disparus. Le ministère de la Défense russe a nié tout transfert, tandis que la Hongrie a refusé de dire où se trouvaient les hommes. Pendant des semaines, l'histoire a fait la une des journaux européens. L'Union européenne a demandé des explications, et l'Ukraine a accusé la Hongrie d'être l'intermédiaire de la Russie. Quand certains soldats sont enfin apparus, la Hongrie a clos l'affaire, mais le mal était fait. Ceci a été vu comme un nouvel exemple du lien privilégié entre la Hongrie et Moscou, dépassant la simple diplomatie pour devenir coopération. Le scandale a approfondi la méfiance déjà existante. Bruxelles a commencé à contourner la Hongrie dans les décisions concernant l'Ukraine. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josip Borrell, a suggéré d'utiliser les profits des avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine. Il a dit que la Hongrie ne pouvait pas s'y opposer pour avoir refusé de voter. Budapest a dénoncé l'illégalité, Bruxelles a ignoré. L'Union européenne ne voulait plus attendre. La Hongrie perdait sa place, en partie par sa faute. En même temps, des différends économiques ont ajouté de l'huile sur le feu. L'Ukraine a inscrit la plus grande banque hongroise, OTP, sur la liste des sponsors de guerre en raison de ses activités en Russie. La Hongrie a bloqué 2 milliards d'euros d'aide militaire de l'Union européenne à l'Ukraine. Elle a dit que la réputation de la banque avait été injustement attaquée. D'autres États membres ont accusé la Hongrie d'instrumentaliser la souffrance ukrainienne. Après des mois de débats,
L'Ukraine a finalement retiré OTP de la liste, mais les dégâts sur la confiance étaient durables. À Bruxelles, beaucoup pensent que la Hongrie privilégie toujours ses entreprises, même en temps de guerre. Les diplomates occidentaux ont averti la Hongrie que cette voie n'était pas viable. À Washington, l'ambassadeur David Pressman a publiquement mis en doute la loyauté de la Hongrie envers l'OTAN. Il a déclaré que la neutralité était une chose, mais rencontrer des responsables russes, pendant que des missiles tombaient sur Kiev, en était une autre. L'expression « partenaire peu fiable » a émergé dans les rapports diplomatiques, mais Orban a ignoré les critiques. Il a dit à ses partisans que la Hongrie ne laisserait personne l'entraîner dans une guerre, et que la paix nécessitait le dialogue, pas les armes. Pour l'Europe, cela semblait une excuse commode. À l'été 2024, les contradictions ont culminé. Viktor Orban, président tournant du Conseil de l'Union européenne, a rencontré Zelensky à Kiev le 2 juillet. Il a souri devant les caméras et évoqué un cessez-le-feu pour permettre des négociations. La rencontre fut polie mais distante. Zelensky lui a rappelé que la paix ne pouvait pas être obtenue en récompensant l'agression. Puis, 3 jours plus tard, Orban s'est envolé pour Moscou afin de rencontrer Vladimir Poutine. L'Union européenne n'a pas été informée. L'OTAN l'a été après le début du voyage. Le gouvernement hongrois parle d'une mission de paix. Poutine l'a remercié et répété que l'Occident utilisait l'Ukraine contre la Russie. Le site du gouvernement hongrois a affiché les visites à Kiev et Moscou, avec le logo de la présidence de l'Union européenne, suggérant qu'Orban représentait toute l'Union. À Bruxelles, l'indignation a été immédiate. L'Union européenne a affirmé que la Hongrie ne parlait qu'en son nom. Charles Michel et Josip Borrell ont rappelé que la visite d'Orban à Moscou était personnelle, pas européenne. L'OTAN a dit que la Hongrie pouvait rester neutre, mais pas rompre l'unité de l'Alliance. Washington a jugé ce voyage contraire à la diplomatie. Ce n'était pas juste un faux pas, mais révélait l'éloignement de la Hongrie. Le même dirigeant, qui avait autrefois promis de faire le lien entre l'Est et l'Ouest, était désormais perçu comme aidant Moscou à briser ce lien. Des ministres européens ont affirmé en privé que la Hongrie avait dépassé une ligne rouge. À Bruxelles, les dirigeants ont cessé de s'attendre à ce que la Hongrie fasse partie de la solution, et ont commencé à la considérer comme un problème à gérer. Le pays, jadis rédacteur des règles de l'Union européenne, était désormais réputé pour les enfreindre. À l'intérieur des bâtiments de l'Union européenne, les diplomates ont commencé à utiliser des expressions discrètes pour décrire Budapest, le veto permanent. Même des alliés de longue date comme l'Autriche et la Slovaquie ont commencé à prendre leur distance. Le sentiment à Bruxelles était clair. La Hongrie avait perdu sa crédibilité. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères à Luxembourg ce printemps-là, la frustration a éclaté. Un diplomate a affirmé que la Hongrie retenait l'Union en otage pour une facture de gaz. C'était exagéré, mais presque vrai. Charles Michel a déclaré aux journalistes que l'Europe comptait 26 membres œuvrant pour la paix, et un seul faisant semblant. Josip Borrell a été encore plus direct, affirmant qu'un seul pays ne peut pas réécrire le message des 27. Chaque déclaration de Budapest sur la paix semblait être de la propagande, chaque veto une menace. La patience qui avait duré des années avait finalement disparu. Et dans les couloirs du Parlement européen, le ton est passé de l'irritation à l'action. Les législateurs ont relancé le débat sur l'article 7 qui pourrait suspendre les droits de vote d'un État membre. Cela avait déjà été discuté pour d'autres raisons. Mais cette fois, la question différait. Ce n'était pas une question de démocratie ou d'état de droit, mais de confiance et de sécurité. Un membre de l'OTAN et de l'Union européenne pouvaient-ils saper leur unité tout en profitant de leurs avantages ? L'idée d'appliquer l'article 7 paraissait encore farfelue, mais le fait d'en débattre montrait combien l'ambiance avait changé. Et pourtant, la Hongrie répétait sans cesse les mêmes mots. Orban affirmait encore et encore que les sanctions faisaient plus de mal à l'Europe qu'à la Russie. Il affirmait que l'Occident perdait en compétitivité et que seule la négociation avec Moscou menait à la paix. Son ministre des Affaires étrangères a poursuivi ses visites auprès des responsables russes et biélorusses, jugeant le dialogue nécessaire. En Hongrie, les médias proches du gouvernement ont soutenu cette position. Les éditorialistes ont qualifié les dirigeants occidentaux de fous de guerre et ont accusé l'Union européenne de cécité morale. Ils ont affirmé que la Hongrie était le seul pays assez courageux pour dire la vérité. Une histoire puissante qui a aussi isolé la Hongrie de ses alliés, avec des effets visibles partout. Au sein du groupe de Visegrad, l'Alliance d'Europe centrale autrefois soudée, la Hongrie se retrouvait désormais isolée. La Pologne et la République tchèque ont boycotté les réunions. Le ministre slovaque des Affaires étrangères a accusé la Hongrie de briser l'unité régionale. Au Parlement européen, le parti Fidesz d'Orban s'est abstenu lors d'un vote qualifiant la Russie d'État soutenant le terrorisme. C'était un geste symbolique, mais il en disait long. Les eurodéputés ont accusé la Hongrie de défendre Moscou alors que des civils meurent chaque jour en Ukraine. L'isolement a augmenté quand la Hongrie a bloqué un nouveau paquet d'aide militaire de l'Union européenne fin 2025, évoquant le traitement des entreprises hongroises. Bruxelles n'a pas attendu cette fois.
La Commission européenne a annoncé qu'elle enverrait les fonds directement par des canaux alternatifs, contournant complètement la Hongrie. Les dirigeants de l'Union européenne ont pour la première fois évoqué des moyens d'empêcher la Hongrie de bloquer les décisions. En effet, l'Europe a commencé à mettre en place un système pour contourner l'un de ses propres membres. Il s'agissait d'un changement discret, mais historique. La Hongrie garderait son droit de veto en théorie, mais l'Union européenne avancerait sans elle en pratique. Le pont qu'Orban avait autrefois promis de construire se transformait en un mur que tous les autres contournaient en simplement. Le gouvernement a tenté de faire de cet isolement un symbole d'honneur à la maison. Les médias pro-gouvernementaux ont affirmé que la Hongrie était le dernier pays indépendant d'Europe. Ils affirmaient que tous obéissaient à Bruxelles et Washington, et décrivaient Orban comme le dernier défenseur de la souveraineté nationale. Ce récit a marché un temps, car il flattait l'orgueil et donnait aux Hongrois le sentiment d'être spéciaux et inflexibles. Mais la fierté ne répare ni l'économie ni les rayons vides. Avec une inflation persistante et les fonds de relance de l'Union européenne gelés, les gens ont constaté le coût d'être l'étranger. En fin d'année, les sondages montraient une forte baisse de la confiance du public dans la gestion de la politique étrangère par le gouvernement. La neutralité traditionnelle de la Hongrie était désormais remise en cause. Après avoir interdit l'entrée à des responsables militaires ukrainiens, Budapest a aussi bloqué une douzaine de médias ukrainiens, les accusant de propager des mensonges anti-hongrois. L'Ukraine a interdit 8 médias hongrois en réponse. D'une rupture diplomatique, la situation est devenue une guerre de l'information. Les deux pays se voient désormais comme des rivaux cherchant à contrôler le récit, et non plus comme de simples voisins frontaliers. Ce genre de bataille n'est pas visible sur les cartes, mais ses effets sont réels. Le commerce a ralenti, la coopération a cessé et les projets humanitaires ont été suspendus. La frontière qui les unissait les séparait désormais. Pendant ce temps, Bruxelles avançait sans la Hongrie. En décembre 2025, l'Union européenne a débloqué une aide militaire à l'Ukraine, financée par les profits des avoirs russes gelés. La Hongrie a encore été exclue des discussions. Un porte-parole de l'Union européenne a simplement répondu lorsqu'on l'a interrogé. « Nous avons invité les membres qui voulaient aider. » Cette phrase résume la nouvelle réalité. La Hongrie était toujours dans la salle, mais n'était plus à la table. Son siège dans l'Union ne lui avait pas été retiré, mais sa voix avait perdu toute signification. Le coup de grâce est venu du sommet de Budapest proposé, qui était censé mettre en avant la portée diplomatique de la Hongrie, au-delà de sa présidence de l'Union européenne. Il voulait organiser une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour discuter de la paix en Ukraine. Mais au moment de cette recherche, la rencontre n'a jamais eu lieu. Comme vous l'imaginez, l'Union européenne et l'Ukraine ne sont pas favorables à cette rencontre, la Hongrie ayant perdu sa crédibilité d'hôte neutre. Dans son propre pays, Orban perd de la crédibilité même au sein de son propre parti. Certains ont commencé à se demander si les conflits constants sur la politique étrangère en valèrent la peine. Les dirigeants du Fidesz d'Orban s'inquiètent de plus en plus avant les élections hongroises de 2026. Les sondages placent le parti d'Orban derrière, avec Péter Majaris, TISA, en tête de 7 points. Les gens dénoncent la corruption et une loi qui affecte les groupes libres, certains membres se plaignant discrètement. Les ministres reconnaissent des problèmes majeurs et des tensions avec l'Union européenne. Orban a remanié son équipe, révélant des inquiétudes internes. Les discussions sur le départ de membres s'intensifient. Si la chute continue, l'œil aux France maintenant. On se demande si être seul et avoir des électeurs fatigués coûte trop cher. La mainmise d'Orban sur le pouvoir faiblit lentement en Hongrie. L'écart entre image et réalité grandit. Orban a qualifié la Hongrie de pont entre l'Est et l'Ouest, mais en pratique, il a clairement penché d'un côté. Alors que la Hongrie perdait de l'influence à Bruxelles, à Washington et en Europe centrale, Orban semblait impassible, tant qu'il se présentait comme protecteur de la paix. Mais maintenant, même son soutien national s'effrate. Merci d'avoir regardé.